Le regard vide d'un homme en vieux pull à capuche, l'âme à vif, s'est posé sur la vitrine d'une boutique d'antiquités. Il cherchait un cadeau d'anniversaire pour sa femme. Il y a rencontré le mépris, la répulsion, et même une gifle assénée par le propriétaire sous les yeux d'une foule médusée. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme était en réalité un milliardaire, propriétaire de l'immeuble même où se tenait le magasin. Ceux qui allaient suivre feraient regretter amèrement au propriétaire SS Act. Mais avant de plonger dans ces récits, à quelle heure l'écoutez-vous? D'où venez-vous? Laissez un commentaire, ci-dessous, et dites-le moi. Mardi 15 août 2024, 14h30, Park Avenue, Manhattan. La petite cloche en laiton au-dessus de la porte de trésor d'époque Beaumont a tinté doucement alors qu'Antoine Dubois pénétrait à l'intérieur. Son sweat à capuche Nike usé contrastait violemment avec les lustres scintillants et les sols en marbre poli. À Fortifivant, Antoine affichait une assurance tranquille. Mais ces jours-là, il ressemblait à n'importe quel autre client flânant parmi des antiquités hors de prix, sauf qu'il ne l'était pas. Le parfum de cuir vieilli et de coûteux parfums flottait dans l'air. Des vitrines de cristal exposaient des montres vintage, des bijoux art déco et des peintures à l'huile valant plus que la plupart des maisons. Des tapis persans recouvraient des sections du sol en marbre, leurs motifs complexes racontant des histoires de siècles passés. Des cordons de velours délimitaient les pièces les plus précieuses et une douce musique classique émanait de haut-parleurs dissimulés. Ce n'était pas n'importe quelle boutique d'antiquités. C'était là que l'élite de Manhattan venait acquérir des fragments d'histoire. Les jeans délavés et les Air Jordan éraflés d'Antoine ont immédiatement attiré les regards des 8 autres clients qui parcouraient les collections. Un couple de personnes âgées, examinant des montres de poche, chuchotait, leur voix teintée de désapprobation. Une femme d'âge mûr en manteau de fourrure a serré son sac Hermès contre elle et s'est éloignée d'un pas lorsqu'Antoine est passé. Un jeune professionnel en costume coûteux a levé les yeux d'un étalage de Rolex vintage et a froncé les sourcils. Seul un client, un homme âgé en gilet de tweed, examinant des souvenirs de la guerre de sécession, a regardé Antoine avec des yeux curieux plutôt que méfiants. Derrière le comptoir principal se tenait Éléonore Leroy, la gérante du magasin. Ses cheveux blonds étaient tirés en un chignon parfait, son blazer bleu marine impeccable et professionnel. Sa plaque nominative brillait sous les projecteurs, mais son expression s'est assombrie en la regardant Antoine se déplacer dans le magasin. Elle a chuchoté quelque chose à une jeune vendeuse qui a immédiatement commencé à suivre Antoine à distance. Près du comptoir des bijoux, Raoul Beaumont, l'œil vif, arpentait son domaine comme un roi contemplant son royaume. À 55 Ounce, le propriétaire du magasin avait des cheveux argentés parfaitement coiffés et portait un costume de Savile Row coûtant plus que le salaire mensuel de nombreuses personnes. Ses boutons de manchette en or captaient la lumière alors qu'il ajustait sa cravate en soie. Il avait hérité de cette entreprise de son père, l'avait transformée en l'une des destinations de collection vintage les plus prisées de Manhattan, et il n'allait laisser personne, surtout pas quelqu'un qui ressemblait à ça, perturber son atmosphère minutieusement orchestrée. Les trésors d'époque Beaumont jouissaient d'une réputation s'étendant bien au-delà de New York. Des célébrités, des politiciens et de vieilles familles fortunées venaient de tout le pays pour y faire leurs achats. Le magasin avait été présenté dans Architectural Digest, Vanity Fair et la section Style du New York Times. Raoul était fier de maintenir ces qu'il appelait des standards, bien que ces standards semblaient davantage liés à l'apparence de S&S clients qu'à la qualité de sa marchandise. Antoine s'est arrêté devant une vitrine contenant des colliers vintage, chaque pièce étant artistiquement éclairée pour en révéler la brillance. Une pièce a immédiatement attiré son regard. Un collier art déco en émeraude et diamant des années 1920 qui semblait capter la lumière sous tous les angles. Les émeraudes étaient d'un vert profond et riche, entourés de diamants qui étincelaient comme des étoiles. Le travail était exquis, clairement l'œuvre d'un maître joaillier de l'âge d'or du design.
Le prix affiché était de 45 000 $, exactement CE qu'il espérait trouver pour le 15e anniversaire de mariage de Sophie. Le claquement de talons hauts sur le marbre a annoncé l'approche d'Éléonore, chaque pas délibéré et déterminé. « Excusez-moi » a-t-elle dit, sa voix portant le froid d'un hiver de Manhattan. « Puis-je vous aider ?» La façon dont elle a accentué « aider » le faisait ressembler davantage à un « que faites-vous ici ?» Et ses yeux ont fusé vers la jeune vendeuse qui s'était postée près de la sortie, comme si elle s'attendait à des problèmes. « Oui », a répondu Antoine avec un sourire chaleureux, ignorant complètement les sous-entendus hostiles. « Je cherche un cadeau d'anniversaire pour ma femme. » Ce collier en émeraude a attiré mon attention. Les yeux d'Éléonore ont parcouru son pull à capuche, S&S jeans, S&S basket. Son évaluation était évidente et délibérée. Elle a remarqué l'absence de marque de créateur, la présentation décontractée, l'absence des signes typiques de richesse qu'elle avait l'habitude de voir. Son expression est passée d'un professionnalisme froid à un dédain à peine dissimulé. « Monsieur, cette pièce est très chère, » a-t-elle dit lentement, comme si elle parlait à un enfant. « Peut-être seriez-vous plus intéressé par notre section de bijoux fantaisie. » Elle a désigné un coin où étaient exposés des articles moins chers, des pièces à moins de 5000 $, toujours belles, mais clairement destinées à des clients aux moyens plus modestes. J'apprécie votre préoccupation concernant le prix, mais j'aimerais tout de même voir le collier en émeraude, a dit Antoine, sa voix restant patiente et polie. Éléonore a échangé un regard avec la jeune vendeuse, qui a secoué légèrement la tête comme pour dire « je vous l'avais bien dit ». Les autres clients avaient commencé à remarquer l'interaction, leur conversation s'étant estompée alors qu'ils écoutaient le drame qui se déroulait. À ce moment-là, Raoul Beaumont avait remarqué la conversation. Il a posé sa loupe, qu'il utilisait pour examiner une montre de poche de l'époque de la guerre de Sécession, et s'est approché avec les pas mesurés d'un homme habitué à diriger. Et ses chaussures en cuir italien ont produit de doux bruits sur le marbre alors qu'il traversait le magasin, sa présence commandant l'attention de toutes les personnes présentes. Y a-t-il un problème ici? Éléonore a-t-il demandé, sa voix portant l'autorité du propriétaire et des décennies d'expérience dans la gestion des situations difficiles. Aucun problème, monsieur Beaumont. Ce monsieur est intéressé par la pièce Art déco en émeraude, mais j'étais juste en train de lui expliquer notre gamme de prix et de suggérer des alternatives qui pourraient être plus... Laissez-moi m'en occuper, a interrompu Raoul, son ton suggérant qu'Éléonore avait été trop douce dans son approche. Et ses yeux ont évalué Antoine comme s'il inspectait des marchandises endommagées lors d'une vente aux enchères. Mon jeune ami, ce collier coûte 45 000 $. Paiement en espèces uniquement, pas de plan de paiement, pas de chèque personnel. Êtes-vous sûr d'être dans le bon magasin? Le mot jeune ami a plané dans l'air comme la fumée d'un cigare coûteux. Antoine a senti la chaleur familière de la colère monter dans sa poitrine, une sensation qu'il avait ressentie d'innombrables fois tout au long de sa vie face à des jugements basés sur son apparence. Mais sa voix est restée calme et maîtrisée. « Je comprends le prix, monsieur. J'aimerais le voir, s'il vous plaît. » Le rire de Raoul était court et sec, le genre de son qui trahissait des décennies de privilèges et d'arrogance. Plusieurs clients se sont tournés pour regarder, sentant une confrontation se préparer. « Écoutez, je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais CE n'est pas un supermarché ou une brocante du centre-ville. Vous ne pouvez pas entrer ici habillé comme ça. » Il a fait un geste vers les vêtements d'Antoine avec un dédain évident, sa main se déplaçant comme s'il désignait quelque chose de désagréable, et vous attendre à manipuler des marchandises valant plus que la voiture de la plupart des gens. Les conversations dans tout le magasin ont commencé à faiblir alors que les clients réalisaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inconfortable. Le couple âgé examinant des montres de poche a arrêté complètement sa conversation. La femme en manteau de fourrure avait discrètement sorti son téléphone et commencé à enregistrer, sentant que quelque chose d'important était sur le point de se produire.
Le jeune professionnel près de l'étalage de Rolex avait l'air mal à l'aise, mais continuait de regarder. Seul l'homme âgé en gilet de tweed semblait réellement contrarié, bien qu'il ne soit pas immédiatement clair si c'était par Antoine ou Raoul. « Monsieur Beaumont », a dit Antoine, sa voix contrôlée, mais avec une pointe qui n'était pas là auparavant. « Je suis un client payant qui demande à voir une marchandise dans votre magasin. Je n'ai pas été impoli. Je n'ai rien touché sans permission, et je ne vous ai donné aucune raison de me traiter avec irrespect. » Irrespect. Le visage de Raoul a commencé à rougir, la couleur montant de son col. « Écoutez-moi bien, jeune homme. » Jeune homme, Antoine a interrompu, sa voix sèche pour la première fois. « J'ai 45 ans, monsieur. Je me fiche de votre âge, » a claqué Raoul, son calme commençant à se fissurer. « C'est mon magasin, et c'est moi qui décide qui voit quoi, et je vous dis que vous n'avez pas votre place ici. » Éléonore est restée figée à côté d'eux, clairement mal à l'aise avec l'escalade, mais refusant de contredire son patron. La jeune vendeuse s'était rapprochée du téléphone derrière le comptoir. Plusieurs clients ont commencé à se diriger vers la porte, sentant la tension monter comme la pression dans une cocotte minute. L'homme âgé en gilet de tweed a posé les souvenirs de la guerre de sécession qu'il examinait et s'est rapproché, son visage montrant de l'inquiétude et une désapprobation croissante. « Alors, vous refusez de me servir parce que… » Antoine a laissé la question en suspens dans l'air parfumé, forçant Raoul à compléter sa pensée. « Parce que vous n'êtes manifestement pas sérieux quant à l'achat de quoi que ce soit, » a dit Raoul, sa voix devenant plus forte. « Vous êtes probablement en train de repérer les lieux ou de chercher quelque chose à voler. Les gens comme vous ne se contentent pas d'entrer dans des magasins comme celui-ci pour acheter des colliers à 45 000 $. Un silence complet est tombé sur le magasin comme une lourde couverture. Même la douce musique classique semblait s'être arrêtée. Le poids des mots de Raoul, « les gens comme vous » s'est abattu sur toutes les personnes présentes. C'est alors que l'homme âgé en gilet de tweed a pris la parole, sa voix portant l'autorité de quelqu'un habitué à être écouté. Un instant, Beaumont. C'est complètement déplacé. Raoul s'est retourné, son visage s'assombrissant davantage. « Ne vous mêlez pas de ça, professeur Martin. Cela ne vous regarde pas. Cela me regarde quand je vois un autre client traité comme un criminel simplement à cause de sa façon de s'habiller, » a dit fermement le professeur Martin, son maintien académique évident dans sa diction précise. Ce jeune homme n'a été que poli. La politesse ne paie pas des factures de 45 000 $, a rétorqué Raoul, sa colère se dirigeant maintenant vers plusieurs cibles. Comment savez-vous c'est eux qu'il peut ou ne peut pas se permettre, a lancé le professeur Martin, s'approchant. Depuis quand jugeons-nous la valeur d'une personne à S&S vêtements? Raoul s'est tourné vers Antoine, son visage maintenant complètement rouge de colère et d'embarras d'être remis en question dans son propre magasin. Vous voulez savoir comment je sais? Regardez-le. Regardez, CES vêtements, CES chaussures. Il n'a probablement même pas 45 $ sur lui, et encore moins 45 000. La femme qui enregistrait a haleté bruyamment. Le jeune professionnel près de l'étalage de Rolex a eu l'air dégoûté. Même Éléonore a semblé choquée par la franchise de son patron. Antoine a calmement sorti son portefeuille, un simple cuir noir, rien de tape à l'œil ou d'ostentatoire, et a extrait sa carte de crédit avec des mouvements délibérés et mesurés. L'American Express Black Card a capté la lumière alors qu'il l'a posée sur le comptoir en verre avec un léger claquement. « Voici mon moyen de paiement, a-t-il dit doucement, sa voix portant plus d'autorité que les cris de Raoul. Maintenant, puis-je voir le collier? Raoul a jeté un coup d'œil à la carte, et un instant, son expression a vacillé. Les cartes noires n'étaient pas courantes et les gens de son métier savaient c'est eux qu'elles représentaient. Un pouvoir d'achat illimité, une richesse extrême, le genre de statut financier que son magasin visait. Mais au lieu de reculer ou de s'excuser, sa colère a semblé s'intensifier, peut-être alimentée par la réalisation qu'il aurait pu commettre une erreur. N'importe quel idiot peut obtenir une fausse carte de crédit, a-t-il dit, sa voix défensive et forte. D'un mouvement sec,
Il a balayé la carte du comptoir. Elle a claqué sur le sol en marbre avec un son qui a résonné dans le magasin silencieux. J'ai fini de jouer. Sortez de mon magasin. Maintenant, le bruit de la carte frappant le sol a semblé briser quelque chose dans l'atmosphère. Plusieurs clients ont eu l'air réellement choqués. La femme qui enregistrait a secoué la tête avec incrédulité. Le professeur Martin s'est avancé comme pour intervenir. « Monsieur, je n'ai rien fait de mal », a commencé Antoine, sa voix toujours remarquablement calme. « Sortez !» La voix de Raoul a résonné sur les murs, rebondissant entre les vitrines et les lustres en cristal. « Avant que j'appelle la police et que je vous fasse arrêter pour intrusion. » Antoine s'est penché pour ramasser sa carte de crédit. Ses mouvements étaient délibérés et calmes, tandis que le chaos tourbillonnait autour de lui. Tous les clients du magasin regardaient maintenant, des téléphones apparaissant alors que les gens réalisaient qu'ils étaient témoins de quelque chose dont on parlerait pendant des années. « Monsieur Beaumont, » a dit Antoine, se relevant lentement et rangeant sa carte. « Je vais partir maintenant, mais je veux que vous sachiez que cette conversation n'est pas terminée. »« Est-ce une menace ?» a demandé Raoul, mais sa voix n'avait plus l'assurance qu'elle avait portée quelques instants auparavant. « Non, monsieur, c'est un fait. » La femme enregistrait toujours, son téléphone tremblant dans ses mains. « J'ai tout ça en vidéo, l'agression, tout. » Raoul a soudainement semblé réaliser la gravité de ce qui s'était passé, comme s'il se réveillait d'un cauchemar. « Ce n'était pas une agression, c'était... »« Vous avez giflé un client », a dit le professeur Martin, incrédule. Un client qui essayait de dépenser de l'argent dans votre magasin. Avez-vous perdu la tête? Antoine a marché calmement vers la porte, sa dignité intacte malgré tout qui s'était passé. Tous les yeux du magasin l'ont suivi et plusieurs personnes se sont écartées pour lui laisser un passage clair. « Monsieur Beaumont, hâté, il dit, se retournant une dernière fois, sa voix portant le poids d'une prophétie. « Consultez vos emails demain matin. Vous comprendrez tout alors. » La porte a tinté doucement en se refermant derrière lui, mais la voix de Raoul pouvait encore être entendue à travers la vitre. Quelque chose à propos d'appeler la police, de la façon dont Antoine reviendrait probablement avec un gang, de la façon dont les gens comme lui causent toujours des problèmes. Si seulement Raoul Beaumont avait su qui il venait de gifler. Le lendemain matin, Nine H15. Quand Antoine Dubois est entré dans les trésors d'époque Beaumont pour la deuxième fois, tout était différent. Le costume Tom Ford à $5000 lui allait parfaitement. Les chaussures en cuir italien brillaient sous la lumière matinale et la montre Patek Philippe à son poignet captait le reflet du lustre. Ce n'étaient pas des costumes ou des atours empruntés, c'était Antoine Dubois, tel qu'il était vraiment. Raoul Beaumont a levé les yeux de son journal, le New York Post, qu'il lisait chaque matin avec son café, et s'est figé. La reconnaissance est apparue lentement comme un lever de soleil perçant les nuages d'orage, suivi de la confusion, puis de quelque chose qui aurait pu être de la peur. « Vous, hâté, il dit, se levant lentement derrière le comptoir. « Qu'est-ce que vous faites encore ici? Je vous l'avais dit. Bonjour, monsieur Beaumont. Nous devons parler. » La voix d'Antoine portait désormais l'autorité, non pas le ton patient d'un client maltraité, mais la voix d'un homme qui possédait des immeubles, dirigeait des conseils d'administration et ne se laissait pas faire. C'était la voix que Raoul aurait dû entendre hier s'il avait pris la peine d'écouter. Éléonore Leroy a émergé de l'arrière-boutique, probablement arrivée tôt pour gérer les conséquences de l'incident de la veille, et s'est arrêtée net en le voyant. Son calme professionnel s'est fissuré un instant, révélant un véritable choc. « Monsieur, j'appelle la police », a dit Raoul, tendant la main vers son téléphone avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « Faites-le, je vous en prie. J'adorerais leur expliquer comment vous avez agressé un client hier. Vous étiez en infraction. Vous étiez... Je faisais mes achats et j'ai la preuve vidéo. » Antoine a sorti son téléphone et a montré la séquence qui avait déjà commencé à devenir virale sur les plateformes de médias sociaux. La femme en manteau de fourrure, Isabelle Delacroix, bien qu'il ne s'agisse pas de la chanteuse, avait trouvé son adresse e-mail professionnelle et lui avait envoyé la vidéo quelques heures après l'incident.
En 18 heures, elle avait été visionnée plus de 200 fois et partagée des milliers de fois. Raoul a regardé son propre visage sur l'écran, s'est vu refuser le service, s'est vu saisir l'épaule d'Antoine, s'est vu gifler un client et la couleur a fui de S&S, joue comme l'eau d'un vase brisé. C'est hors contexte, il bégayait, cherchant n'importe quelle explication qui pourrait le sauver. Vraiment, voyons quel contexte explique que vous ayez posé vos mains sur un client qui tentait d'acheter un collier à 45 000 $. Vous ne pouviez pas vous le permettre. Je ne pouvais pas me permettre, quoi. Exactement. Antoine a ouvert sa mallette, en cuir italien, le genre qui chuchote la richesse plutôt que de la crier, et en a sorti plusieurs documents. Permettez-moi de me présenter correctement. Monsieur Beaumont, Antoine Dubois, PDG de l'Empire Immobilier Dubois. Il a tendu à Raoul une carte de visite, épaisse, avec des lettres en relief, le genre qui crie argent sérieux à quiconque c'est CE qu'il faut chercher. Raoul a fixé la carte, puis Antoine, puis la carte à nouveau. C'est un faux, n'est ce pas Éléonore. Voudriez-vous rechercher l'Empire Immobilier Dubois sur votre ordinateur? Les doigts d'Éléonore tremblaient alors qu'elle tapait, le clic des touches anormalement fort dans le magasin silencieux. Après un moment qui a semblé s'étirer à l'infini, son visage est devenu blanc. Monsieur Beaumont, cette entreprise, il possède des milliards de biens immobiliers à travers Manhattan. C'est exact, a dit calmement Antoine, appréciant le moment malgré lui. Et Éléonore, voudriez-vous vérifier qui est le propriétaire de cet immeuble? Les registres fonciers devraient être publics. Encore des tapes. Une pause plus longue. Les mains d'Éléonore ont commencé à trembler alors que la réalité de la situation devenait claire. Monsieur, le propriétaire de l'immeuble, est répertorié comme Williams Property Holdings, LLC. Le silence dans le magasin était assourdissant, rompu seulement par le doux ronronnement de la climatisation et le bruit lointain du trafic sur Park Avenue. C'est une filiale de mon entreprise, Raoul, CE, qui signifie que depuis 3 mois, je suis votre propriétaire. Le visage de Raoul a changé de couleur à plusieurs reprises, du blanc au rouge, au violet, puis au blanc à nouveau, comme un anneau d'humeur humain, reflétant son chaos intérieur. C'est impossible. Vraiment, Antoine a sorti un autre document. L'entête officielle était visible même à distance. Voici une copie du contrat d'achat, signé, scellé et déposé auprès de la ville. Souhaitez-vous voir le bail que vous avez signé il y a 15 ans, parce que je l'ai aussi, y compris la clause anti-discrimination à la page 7. Il a ouvert le contrat de location avec l'aisance d'une personne qui lit régulièrement des contrats et a trouvé la section pertinente. Le locataire s'engage à servir tous les clients, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de statut socio-économique. La violation de cette clause constitue un motif de résiliation immédiate du bail. Vous ne pouvez pas... Ne peut pas, quoi. Faire respecter les termes d'un contrat légal. Antoine a sorti le dernier document, chose officielle et langage juridique clairement visible. Avis de résiliation de bail. Effet immédiat. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Éléonore a haleté, le son sec dans le magasin silencieux. Monsieur Beaumont, de quoi parle-t-il? Il parle de conséquences, Éléonore. Hier, votre patron a décidé de me juger en fonction de mes vêtements. Aujourd'hui, il apprend que les apparences peuvent être trompeuses. Raoul a fixé l'avis de résiliation comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Son esprit apparemment incapable de traiter CE qui arrivait à son monde soigneusement ordonné. Ce n'est pas légal. Vous ne pouvez pas me jeter dehors parce que vous avez discriminé et agressé physiquement votre propriétaire. En fait, la loi est très claire à ce sujet. Mon avocat, maître Marc Chen, du cabinet Chen, Rodriguez et Associés, m'assure que nous avons un dossier en béton. Je ne savais pas qui vous étiez. Exactement. La voix d'Antoine portait la satisfaction d'avoir parfaitement fait valoir son point. C'est tout le problème, Raoul.
Vous m'avez traité comme de la racaille parce que vous pensiez que j'étais juste un homme noir qui ne pouvait pas s'offrir votre marchandise. Si j'étais entré ici hier dans CE costume, arrivant en Bentley, vous m'auriez léché les bottes et m'auriez montré chaque pièce du magasin. Ce n'est pas vrai. Vraiment testante cette théorie. Antoine s'est tourné vers Éléonore, qui était de plus en plus pâle. Éléonore, hier, votre patron a refusé de me montrer un collier à $45,000 à cause de mes vêtements. Aujourd'hui, je porte d'autres vêtements. Pensez-vous qu'il me le montrerait maintenant? Éléonore a regardé entre eux, clairement terrifiée et incertaine de ce qu'il fallait dire. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire, mais vous voudrez peut-être commencer à chercher un nouvel emploi, car CE magasin ferme. Raoul a soudainement bondi en avant et a arraché la vie de résiliation des mains d'Antoine, comme si détruire le document pouvait d'une manière ou d'une autre changer la réalité. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce magasin est dans ma famille depuis Fortian, et en un jour, vous avez détruit Fortian de réputation parce que vous n'avez pas su traiter un client noir avec un respect élémentaire. CE n'était pas une question de race. Alors, de quoi s'agissait-il, Raoul, de mes chaussures, de mes vêtements? Du fait que je ne ressemblais pas à votre client typique de l'Upper East Side, de la supposition que quelqu'un qui me ressemblait ne pouvait pas avoir d'argent. Je pensais... Vous pensiez quoi? Que j'allais vous voler, que les personnes noires n'ont pas d'argent. Qu'une personne en jean et en pull à capuche ne pouvait pas s'offrir des produits de luxe. Je protégeais mon entreprise en agressant des clients, en refusant le service en fonction de l'apparence, en posant vos mains sur quelqu'un. Les yeux de Raoul étaient maintenant sauvages, parcourant le magasin comme s'il cherchait à échapper aux conséquences de SS Act. Vous m'avez tendu un piège. Tout cela était planifié. En fait, non. Je suis venu ici hier pour acheter un cadeau d'anniversaire à ma femme, notre 15e anniversaire si vous voulez tout savoir. Si vous m'aviez simplement montré le collier, pris mon argent et dit merci, vous auriez encore une entreprise aujourd'hui. Antoine a regardé sa montre, sa vraie montre, la Patek Philippe, qui coûtait plus cher que la voiture de Raoul. Mais vous avez choisi de me juger. Vous avez choisi de m'humilier. Et vous avez choisi de poser vos mains sur moi. Alors maintenant, vous allez devoir vivre avec les conséquences. S'il vous plaît. La voix de Raoul s'est brisée. Le mot est sorti à peine plus qu'un murmure. Cette entreprise est tout pour moi. C'est tout ce que j'ai. Hier, traiter les clients avec dignité était tout ce que vous aviez à faire. Vous avez choisi de ne pas le faire. Antoine s'est tourné vers la porte. Son affaire ici était presque terminée. Puis il s'est arrêté. Oh, et Raoul, cette vidéo où vous me giflez, elle a été vue plus d'un demi-million de fois ce matin. CNN veut m'interviewer cet après-midi. Le New York Times publiera un article demain. J'espère que Fortian de réputation valait un instant de racisme. Attendez, à crier Raoul désespérément alors qu'Antoine atteignait la porte. Que puis-je faire? Comment puis-je arranger ça? Antoine l'a regardé. Cet homme brisé qui, 12 heures plus tôt, s'était senti si puissant, si arrogant, si supérieur. Vous ne pouvez pas arranger ça, Raoul. Certaines erreurs ne sont pas réparables. Elles se paient. 6 semaines plus tard, la transformation était achevée. Là où Trésor d'époque Beaumont avait jadis exposé des antiquités coûteuses et maintenu une atmosphère d'exclusivité, le Centre communautaire de justice du Bois accueillait désormais toute personne ayant besoin d'aide pour lutter contre la discrimination. Le papier brun qui avait couvert les fenêtres pendant 30 jours avait disparu, remplacé par des vitres claires qui laissaient entrer la lumière naturelle. À l'intérieur, les lustres en cristal et les sols en marbre étaient restés, mais l'espace avait été reconfiguré avec des coins salons confortables, des salles de consultation privées et un bureau d'accueil chaleureux. Antoine Dubois se tenait au centre de l'espace, vêtu d'un simple costume de ville, et ressentait une satisfaction qu'il n'avait jamais connue avec aucune transaction immobilière. Il ne s'agissait pas de marge bénéficiaire ou de retour sur investissement. Il s'agissait de transformer un moment d'humiliation en quelque chose qui pourrait aider les autres.
La vidéo était devenue virale au-delà de tous CE que l'on aurait pu imaginer. Plus de 3 millions de vues sur toutes les plateformes, partagées par des célébrités, des politiciens et des gens ordinaires qui reconnaissaient leurs propres expériences dans l'histoire d'Antoine. Le hashtag L'œil de Raoul avait été en tendance pendant une semaine, mais plus important encore, il avait déclenché des conversations sur la discrimination dans le commerce de détail, les préjugés inconscients et les hypothèses que les gens font en fonction de l'apparence. CNN avait diffusé l'interview avec Anderson Cooper où Antoine expliquait sa philosophie. Le problème n'est pas que Raoul Beaumont a manqué de respect à un milliardaire. Le problème est qu'il a manqué de respect à un être humain. Toute personne noire qui entre dans un magasin habillée de façon décontractée ne mérite pas d'être traitée comme un criminel, quelle que soit sa fortune. L'article du New York Times, intitulé « Quand les préjugés sur la race rencontrent la réalité et la leçon d'un propriétaire » avait déclenché une conversation nationale. Des éditoriaux avaient suivi. Des articles universitaires avaient été écrits et les écoles de commerce commençaient à utiliser l'affaire comme un exemple de la façon dont la discrimination pouvait détruire une entreprise du jour au lendemain à l'ère des médias sociaux. Mais c'est eux qui importaient le plus pour Antoine, c'étaient les milliers de messages de personnes ordinaires partageant leurs propres histoires. Des histoires d'être suivis dans les magasins, d'être sommés de présenter plusieurs pièces d'identité pour de simples achats, d'être traitées comme si elles n'avaient pas leur place dans des espaces où elles avaient tous les droits d'être. Un message a particulièrement résonné. Il venait d'un jeune étudiant noir nommé Marc, qui vivait à Boston. « Monsieur Dubois, athée, il écrit, « J'ai vu votre histoire et cela m'a donné du courage. La semaine dernière, j'étais dans un restaurant haut de gamme à Back Bay pour l'anniversaire de ma petite amie. L'hôtesse nous a fait attendre 45 minutes tout en installant des couples blancs qui sont arrivés après nous. J'allais simplement partir et éviter la confrontation, mais après avoir vu CE que vous avez fait, j'ai parlé au gérant. Il s'est avéré qu'ils avaient une table prête tout CE temps. Le gérant s'est excusé et nous a offert tout le repas. Parfois, il faut se lever. C'est alors qu'Antoine a réalisé que cette histoire était plus grande que sa simple expérience personnelle avec Raoul Beaumont. Alors, il a fait quelque chose qui a même surpris S&S Avocats. Au lieu de trouver un nouveau locataire haut de gamme pour l'espace, il l'a transformé en centre communautaire de justice du bois, une clinique d'aide juridique gratuite spécialisée dans les cas de discrimination. Son épouse, Sophie, avocate spécialisée dans les droits civiques, avait quitté son cabinet d'affaires pour le diriger à temps plein. Le jour de l'ouverture, devinez qui s'est présenté: le professeur Martin, le monsieur âgé qui avait défendu Antoine dans le magasin de Raoul. Son nom complet était professeur émérite André Martin, sans lien de parenté malgré le même nom de famille. C'était un professeur de droit retraité de l'université de Columbia qui voulait offrir de son temps. « J'ai vu trop de discrimination en 82 ans », a-t-il dit à Antoine alors qu'il se serrait la main dans l'espace lumineux et accueillant. Il est temps d'y faire quelque chose au lieu de juste se plaindre. Même Éléonore Leroy avait contacté Antoine après plusieurs semaines d'introspection suite à son licenciement. Elle avait passé du temps à réfléchir à son rôle dans l'incident et voulait faire amende honorable. Après un long processus d'entretien, elle travaillait désormais comme coordinatrice d'accueil du centre, aidant les clients à se sentir les bienvenus dès leur entrée. « J'ai appris quelque chose ce jour-là », a-t-elle dit à Antoine lors de son entretien, les larmes aux yeux. « J'ai appris que je faisais partie d'un système qui jugeait les gens avant de les connaître. J'étais complice de la discrimination, même si je me disais que je ne faisais que mon travail. Je veux faire partie de la solution maintenant. » La femme en manteau de fourrure qui avait tout enregistré s'est avérée être Isabelle Delacroix, une promoteure immobilière à succès qui aimait la coïncidence du nom de famille partagé avec la chanteuse. Elle est devenue l'une des plus grandes donatrices du centre et a siégé au conseil d'administration. « J'ai enregistré cette vidéo parce que j'étais en colère, a-t-elle expliqué lors de la cérémonie d'ouverture du centre. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela mènerait à quelque chose comme ça. Parfois, les pires moments de nos vies deviennent les catalyseurs des meilleurs changements.
La jeune vendeuse des trésors d'époque Beaumont avait trouvé du travail dans un autre magasin, mais elle avait également contacté Antoine pour s'excuser de son rôle dans l'incident. Elle se portait désormais volontaire au centre les week-ends, aidant à l'accueil et au classement. Quant à Raoul Beaumont lui-même, les conséquences avaient été rapides et impitoyables. Il a essayé d'ouvrir un autre magasin dans le Connecticut, mais la vidéo virale le suivait partout. Les clients potentiels le reconnaissaient et partaient sans rien acheter. Les fournisseurs refusaient de travailler avec lui. Les compagnies d'assurance annulaient S&S Police. La dernière nouvelle, c'était qu'il travaillait pour l'entreprise d'antiquité de quelqu'un d'autre dans une petite ville du Connecticut, gagnant une fraction de CE qu'il avait gagné en tant que propriétaire. D'après CE que les gens rapportaient, il était beaucoup plus humble qu'auparavant. Bien que l'on ne sache pas si CE changement était sincère ou simplement né de la nécessité. L'espace où tout s'était produit aidait maintenant en moyenne 50 familles par mois à lutter contre diverses formes de discrimination. Discrimination à l'emploi, discrimination au logement, discrimination dans le commerce de détail. Le centre gérait tout cela avec la même énergie qu'Antoine avait mise à bâtir son empire immobilier. Aujourd'hui, Sophie Dubois portait le collier Art déco en émeraude qui avait tout déclenché. Antoine l'avait trouvé lors d'une vente aux enchères immobilières dans le Connecticut. Ironiquement, lors de la liquidation des stocks de Raoul Beaumont. Il avait payé exactement CE qu'il aurait payé dans le magasin d'origine, 45,000 $. La différence était que cette fois, il l'avait acheté à quelqu'un qui l'avait traité avec respect. Chaque fois que Sophie le portait, il se souvenait de CE jours, non pas avec colère ou amertume, mais avec gratitude. Gratitude d'avoir eu le pouvoir de transformer un moment d'humiliation en quelque chose de significatif. Gratitude de pouvoir créer quelque chose de positif à partir de quelque chose d'aussi négatif. Le Centre communautaire de justice du Bois avait aidé plus de 400 familles à lutter contre des cases de discrimination au cours de sa première année de fonctionnement. Ils avaient obtenu des règlements totalisant plus de 2 millions de dollars. Mais plus important encore, ils avaient changé les politiques de dizaines d'entreprises et d'organisations dans la région des 3 États. Pas mal pour un fauteur de troubles en pull à capuche qui voulait juste acheter un cadeau d'anniversaire à sa femme, plaisantait souvent Antoine lors de SS conférences. Le centre était également devenu un modèle pour des organisations similaires à travers le pays. Des villes de Los Angeles à Miami avaient demandé des conseils pour créer leur propre version. Un réseau se formait, relié par l'idée simple que chacun mérite d'être traité avec dignité et respect. Parfois, lorsque l'univers s'aligne parfaitement, la personne qui est bafouée se trouve avoir le pouvoir de faire quelque chose à CE sujet. Et parfois, cela suffit à lancer une conversation, à changer quelques mentalités et à rappeler aux gens qu'on ne sait jamais à qui on parle. Parce qu'au final, c'est tout CE que nous pouvons faire. Se lever, s'exprimer et croire que parfois, l'univers a, après tout, un sens de la justice. L'histoire de CE qui s'est passée au trésor d'époque Beaumont était devenue plus qu'une simple vidéo virale ou un reportage. C'était devenu un rappel que le courage individuel pouvait transformer des systèmes entiers. Qu'une personne qui décide de se lever pouvait créer des ondulations qui dépassaient largement l'incident initial. Et chaque jour, alors que les gens franchissaient les portes du centre communautaire de justice du Bois, cherchant de l'aide, cherchant la justice, cherchant simplement à être traités avec la dignité qu'ils méritaient, Antoine se rappelait que parfois, les pires moments de nos vies deviennent le fondement de nos plus grandes contributions. Les caméras de sécurité qui avaient capturé l'agression de Raoul Beaumont enregistraient désormais des actes de guérison et de justice. L'espace qui avait autrefois exclu incluait désormais. L'adresse qui avait été synonyme de discrimination était devenue un phare d'espoir. Parfois, le karma fonctionne exactement comme il le doit, et parfois, juste parfois, cela suffit à changer le monde, une personne à la fois. Rejoignez-nous pour partager des histoires significatives en cliquant sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.